Le microbiote, vous avez certainement déjà entendu que un premier élément qui compte, c'est la diversité. Donc c'est important d'avoir un microbiote avec beaucoup de bactéries différentes parce que ces bactéries ont un tas de fonctions et c'est certain que si on associe une diversité importante de bactéries, ces différentes fonctions vont être assurées. Par contre, quand vous avez une famille bactérienne qui va prendre par exemple 30% du microbiote, alors que normalement elle ne devrait en représenter que 2%, elle va phagocyter tout et elle va avoir un manque d'activité important. Donc ça, c'est un élément très important. Et on constate que chez certaines personnes, il y a effectivement un manque de diversité. On va retrouver certaines familles bactériennes qui sont quasiment plus présentes et d'autres qui ont vraiment pris tout le paysage. Ça, c'est déjà une chose pour la diversité. Alors ensuite, dans les différents types de bactéries, il y a plusieurs possibilités de perturbation. Première possibilité, c'est d'avoir un excès de bactéries inflammatoires, donc qui font pencher la balance, comme vous voyez de ce côté-ci, par rapport à d'autres types de bactéries qu'on va appeler, je dirais pour simplifier, des bactéries de protection, qui sont des bactéries qui vont avoir un rôle très important parce qu'elles vont à la fois stimuler la production de mucus, qui va protéger le côlon, et elles vont aussi envoyer des messages au système immunitaire pour lui dire « Écoutez, tout va bien, pas de panique, on ne va pas s'enflammer ». Et donc, vous pouvez imaginer directement les répercussions que ça a pour vous en ostéopathie au niveau viscéral. Quand vous avez un microbiote qui est pro-inflammatoire, il y a évidemment une tendance à cette inflammation qui va toujours revenir. À l'inverse, quand vous avez assez de bactéries de protection, vous allez avoir ça va pouvoir stimuler la production de cette fameuse couche de mucus. Que vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'intestin grêle, c'est important, c'est un petit détail important, dans l'intestin grêle, on a un mucus qui est assez lâche, donc qui n'est pas épais, qui est tout à fait, où les bactéries peuvent très vite traverser et très vite, facilement être en contact avec la muqueuse intestinale. La raison est facile à comprendre, c'est que au niveau de l'intestin grêle, c'est là qu'on absorbe les nutriments, c'est là qu'on va produire des enzymes digestives, etc., comme la lactase, etc. Et donc, on ne peut pas avoir une barrière entre les deux, c'est impossible. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a normalement une motricité du grêle qui est très rapide. On a peu de bactéries dans le grêle. On a un rapport à 10 exposants 1, si on peut donner un rapport, c'est 10 exposants 3 dans le grêle par rapport à 10 exposants 14 dans le côlon. Donc on a peu de bactéries, ça passe vite. Par contre, dans le côlon, quand les bactéries arrivent, stagnent beaucoup plus, se multiplient beaucoup plus fort, et la nature a prévu son coup par rapport à ça, c'est qu'on a une double couche de mucus. On a un mucus assez large, et puis on a une couche de mucus épaisse, que normalement, les mauvaises bactéries ne vont pas pouvoir franchir facilement, et ne pas pouvoir, de ce fait, générer une réponse inflammatoire. Et donc, l'importance d'avoir suffisamment de ces bonnes bactéries qui vont à la fois calmer le système immunitaire, mais à la fois favoriser la protection de la paroi. Ça, c'est évidemment l'équilibre idéal. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est le volet fermentation. Il faut savoir qu'on peut avoir un excès de bactéries de fermentation. On peut avoir un excès de bactéries de fermentation dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Dans l'intestin grêle, d'ailleurs, l'excès de bactéries de fermentation, tout comme l'excès de candida, donc de champignons de fermentation, ça représente plus ou moins 60% des côlons irritables. Donc c'est quand même très important. Et donc c'est quelque chose qui peut aussi être évalué avec le microbiote. À l'époque, on disait non, c'est pas évalué parce que le microbiote fécal, c'est pas la même chose que le microbiote du grêle, ce qui est vrai d'ailleurs, ce ne sont pas exactement les mêmes choses, mais on retrouve le même type de famille de bactéries dans le microbiote fécal qui correspondent à un excès de ce même genre de bactéries dans le grêle. Pour faire simple, quand vous avez des bactéries qui produisent de l'hydrogène en excès dans le grêle, on va retrouver le même genre dans le côlon. Pareil pour celles qui produisent de l'H2S ou du méthane. Mais on verra ça, on y reviendra plus tard. Et donc, ici, je vais vous montrer 2 cas de patients qui finalement vont venir vous consulter pour des symptômes plus ou moins identiques, c'est-à-dire qu'ils viennent vous consulter en disant « ben voilà, moi j'ai des lombalgies fréquentes », l'autre va vous dire « moi j'ai aussi des dorsalgies, des lombalgies à répétition ». Et puis quand vous l'interrogez un peu, il va vous dire « ben oui, mais non, j'ai pas mal de maux de ventre, mais par contre, c'est vrai que mes selles sont pas moulées. » Ça, c'est Luc va vous dire ça. Hein. J'ai des ballonnements, des gaz. Et Gérald, lui, va vous dire que effectivement, le transit est variable, beaucoup de ballonnements, des gaz, pas de maux de ventre. Et vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a évidemment le travail
ostéopathique, mais qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je pourrais y voir plus clair? Eh bien, justement, en faisant l'analyse du microbiote, on va pouvoir éventuellement se rendre compte que Luc, par exemple, a une insuffisance de bactéries de protection et un excès de bactéries inflammatoires. Et Gérald, c'est une autre histoire, il a trop de bactéries de fermentation. Alors voyons ça. Avant de voir les deux cas en détail, je vous rappelle quand même ce que c'est, parce que je l'ai abordé brièvement tout à l'heure. Donc, que l'analyse du microbiote, quand des gens parfois confondent encore avec la culture des selles, qui est une analyse qu'on fait depuis des décennies. Et la culture des selles, ça n'a pas du tout le même objet. La culture des selles, c'est quand on recherche une bactérie pathogène, en général plutôt dans le côlon droit, ou dans le côlon gauche, pardon. Donc des bactéries pathogènes aérobies. Et donc ces bactéries, on va prendre la selle, on va mettre la selle sur une plaque, comme ceci, et on va... avec un milieu de culture pour nourrir les bactéries en question, et on va voir les colonies de bactéries les plus prépondérantes qui vont se développer le plus, et ça va nous permettre de savoir quel type de bactérie pathogène est en excès et quelle antibiothérapie il va falloir donner. On peut aussi faire un antibiogramme là-dessus. Mais ce n'est pas du tout cette analyse-là qui va vous donner une information sur la composition du microbiote. Pourquoi? Parce que, tout simplement, plus de 80% des bactéries, quand elles sortent de l'anus, elles sont mortes. Ce sont des bactéries qui sont anaérobies strictes, et donc dès qu'elles sont en présence d'oxygène, pouf, terminé. Donc si on les met en culture, il n'y a rien qui pousse puisqu'elles sont mortes. Et c'est ça qu'on a découvert, et c'est depuis le début des années 2000, surtout 2006, où on a commencé vraiment à étudier ce microbiote, et on a trouvé ça incroyable en voyant que quand vous transplantez le microbiote d'une souris obèse à une souris pas obèse, la souris pas obèse devenait obèse, et inversement, quand vous transplantez le microbiote d'une souris anxieuse à une souris pas anxieuse, la souris pas anxieuse devient anxieuse, et inversement. Et maintenant, on va beaucoup plus loin. On fait aussi des transplantations de microbiote humain à la souris. Et par exemple, récemment, il y a une étude qui a montré que quand on transplante le microbiote d'un patient avec Alzheimer à une souris, cette souris va développer, dans les mois qui viennent, des comportements, des pertes au niveau cognitif, type Alzheimer, et que quand on fait une autopsie du cerveau de la souris, on va voir des fameuses plaques amyloïdes type Alzheimer qu'on va retrouver dans le cerveau des souris en question. C'est incroyable. Et alors, plus fort, on a aussi constaté que si on transplante un microbiote d'un patient avec un Alzheimer sérieux à une souris, cette souris va développer un Alzheimer plus sérieux que celle à qui on a transplanté un Alzheimer d'un patient qui a un Alzheimer modéré. Donc non seulement on transplante la maladie, mais l'intensité de la maladie. Donc ça, c'est assez fou, évidemment. Donc, comme je disais, l'analyse dont on parle ici, c'est l'analyse métagénomique, où on va, grâce à leur ADN, on prend, en fait, qu'est-ce qu'on prend? On va analyser quand on déroule tout l'ADN de la bactérie, on va prendre un endroit de cet ADN, et cet endroit de cet ADN a ceci caractéristique, c'est qu'il est différent dans toutes les bactéries. Ça permet vraiment de mettre une signature sur chaque bactérie. Ça, c'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle l'analyse de l'ARN-CSS, qui est l'analyse métagénomique actuelle. Alors maintenant, on est en train de commencer à faire aussi ce qu'on appelle le shotgun, mais ça, c'est une autre histoire, où on analyse tous les segments, tous les fragments de l'ADN et on regarde ce qui synthétise. Mais là, c'est pour un futur proche, mais pas encore. Bref, pour en revenir à Luc, qui était venu vous voir avec ses différents symptômes. Bon, alors vous ne voyez rien du tout, mais je vous explique. Donc en fait, si vous voulez, quand on prend le microbiote, vous avez les différentes familles de microbiote. Ici, c'est ce qu'on appelle les phyla. Ce sont vraiment les grandes familles. Donc vous avez les firmicutes, les bactéroïdétès, les actinobactéries, les protéobactéries. Bref, ça, il y a comme ça 6-7 grandes familles. Et dans ces 6-7 grandes familles, par exemple ici, vous avez des bactéries très très importantes parce que ce sont celles qui vont justement stimuler la production de mucus, qui vont donner un message au système immunitaire pour dire, écoutez, tout va bien, on se calme, on ne va pas s'enflammer. Et à l'inverse, vous avez des bactéries ici qui sont des bactéries très inflammatoires, avec des bactéries, par exemple, celles-ci qui produisent du soufre aussi, etc. Et donc, ce que l'analyse permet de voir, c'est effectivement, dans ce cas-ci, on dit, oula, il y a un manque de bactéries de protection, un excès de bactéries inflammatoires, et il faut absolument traiter ce problème-là. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? On peut traiter par des antibiotiques classiques ou naturels.
Donc il y a différents types d'antibiothérapie. Par exemple, pour les bactéries qui produisent du soufre, l'origan fonctionne bien. Pour les bactéries qui produisent du méthane, là ce sera plutôt de l'ail. Pour les bactéries qui produisent de l'hydrogène, ce sera plutôt de la berbérine. Donc il y a des traitements en phyto qui sont naturels. Et puis alors on va utiliser évidemment des pré- et des probiotiques pour augmenter certains types de bactéries. Donc ça va vraiment permettre de voir ce qu'il faut faire. Donc, exemple ici, mais je ne vais pas vous casser la tête avec toutes ces bactéries, mais ça, ce sont des bonnes bactéries qui vont produire du mucus et produire ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça dans votre vie. Donc, les acides gras à chaîne courte sont des petits acides gras, c'est pour ça qu'on les appelle à chaîne courte, qui ont cette propriété assez extraordinaire, d'abord de nourrir les colonocytes, c'est le fuel des colonocytes, aussi d'avoir un effet anti-inflammatoire sur l'intestin, mais aussi une partie de ces acides gras à chaîne courte vont migrer et vont diminuer les réactions inflammatoires un peu partout dans le corps. Au niveau pulmonaire, par exemple, au niveau dans l'asthme, dans les inflammations pulmonaires, dans les dermatites atopiques, au niveau cérébral, dans tout ce qui est neuro-inflammatoire. Donc on se rend compte que le microbiote joue manifestement un rôle très important dans tout ce qui est dégénérescence neuro-inflammatoire, Parkinson, Alzheimer, etc. De plus en plus. Donc, voilà. Puis vous avez les lactobacilles, les bifidos, qu'on connaît bien. C'est celles qu'on retrouve toujours dans les probiotiques classiques, qui ont un tas d'effets différents. Ils vont permettre de dégrader les fibres, de produire du lactate qui va acidifier le côlon de telle sorte que les mauvaises bactéries ne s'épanouissent pas, mais plutôt les bonnes. Ils vont produire du mucus, dégrader un peu le lactose, empêcher des protéines spécifiques qui détruisent le mucus, enfin, etc. Et donc ici, ce que je voulais vous montrer d'intéressant, c'est une étude faite chez la souris, à qui justement on transplante un microbiote humain, et puis on lui donne un régime sans fibre, rien, zéro fibre. Et puis ensuite, on va l'infecter avec un germe pathogène, enfin, peu importe lequel. Et on va constater que chez la souris qui a eu un régime riche en fibres, eh ben, elle a une bonne couche de mucus. Et donc, les vilaines bactéries, les bactéries pro-inflammatoires, les rouges, là, qui ne sont pas des pathogènes, mais qui sont des pro-inflammatoires, sont en quantité modérée par rapport aux bonnes, les vertes. Par contre, la souris qui a eu un régime sans fibres, alors qu'on lui a pourtant mis le même microbiote à la base, eh bien, on voit que ces fibres n'ont pas pu nourrir les bonnes bactéries vertes, que ce sont plutôt les rouges qui ont proliféré, que ces rouges ont plutôt grignoté le mucus, et que quand on l'infecte avec un germe pathogène qui sont les jaunes, eh bien, vous avez beaucoup de ce germe pathogène qui va atteindre l'intestin, alors que dans l'autre cas, ce germe pathogène peut pouvoir atteindre la muqueuse et donc être beaucoup moins problématique. C'est juste une étude pour montrer ça. Et ici, je voulais vous montrer, par exemple, ça c'est le fameux Faecalibacterium, qui est une très bonne bactérie de protection, qui va stimuler la production de mucus, qui protège la paroi, qui va désenflammer la muqueuse. Et alors, je vais vous parler du système immunitaire, donc ça c'est toujours très important. Donc vous avez ce qu'on appelle des cellules présentatrices de l'antigène, on appelle ça. Donc ce sont des cellules qui vont capturer l'ambiance qui se passe un peu dans l'intestin. Donc ils sortent un bras comme ça, hop, et ils capturent, voilà, s'ils tirent une boule rouge ou une boule bleue. Et donc, ici, ils vont un peu capturer selon le microbiote présent, et ensuite ils vont présenter ce qu'ils ont capturé à un lymphocyte qu'on appelle naïf. En fait, il n'est pas si naïf que ça, il a toute la guest list, et fonction de ce qu'on lui présente, paf, il va se transformer en ceci ou en cela, et donc il va se transformer, en l'occurrence, quand il est en contact avec cette bactérie-là, en ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs qui vont produire ce qu'on appelle des cytokines anti-inflammatoires, donc comme l'interleukine 10, etc. À l'inverse, si ce sont des vilaines bactéries, eh bien, ça va être le contraire. Oui, donc ça, ce sont par un nombre exemples de différents types de bactéries inflammatoires qu'on peut retrouver dans le microbiote. Et dans ce cas-là, ces bactéries inflammatoires, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller stimuler, par exemple, des récepteurs sur les entérocytes qui vont, eux, faire exactement l'inverse, donc envoyer un message au système immunitaire qui va alors produire des messagers de l'inflammation. Et donc, si on revient
à Gérald. Donc il a plus ou moins les mêmes symptômes que Luc, peu de choses près. Mais Gérald, il n'a pas le même microbiote. Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont les plus au taquet, chez Luc, on avait vu qu'il y avait... Ici, les barres noires étaient tout à fait à gauche. Donc ici, il y avait vraiment un déficit complet dans ces bonnes bactéries. Et par contre, ici, il y avait beaucoup de ces bactéries inflammatoires. Donc il était vraiment un microbiote très inflammatoire. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on a un excès à la base de bonnes bactéries, mais en excès, elles vont fermenter les fibres, mais trop. Et donc, il y a un excès de fermentation. Cet excès de fermentation, ça va produire des gaz. Et ces gaz vont distendre la paroi intestinale, ce qui va stimuler des récepteurs à la douleur. Et ça va poser aussi des problèmes. Donc, le mieux est l'ennemi du bien. En plus, il a ici des bactéries qui sont à la fois fermentantes, mais qui à la fois produisent de l'H2S. Et cet H2S va enflammer la muqueuse et dégrader le mucus protecteur. Donc c'est toujours la même histoire. Protection, inflammation, destruction du mucus, production du mucus, c'est vraiment toujours la bagarre entre les deux. Et c'est ça, finalement, qu'on peut analyser avec l'analyse du microbiote. Cette bagarre-là et aussi le volet, est-ce qu'il y a un excès de fermentation? Et quand on parle du SIBO, donc vous avez déjà entendu parler du SIBO, donc ça veut dire, c'est de l'anglais, ça veut dire Small Intestine Bacterial Overgrowth. Donc c'est un excès de bactéries de fermentation dans l'intestin, dans le small intestine, intestin grêle. Comme je disais, c'est quand même le SIBO associé au SIFO, c'est-à-dire le small intestine fungal overgrowth, un excès de candida dans le grêle, représente, d'après certaines études, quand même presque 2/3 des patients qui ont un côlon irritable. Donc c'est quand même très très important à évaluer. Et donc, dans ce SIBO, vous pouvez avoir plusieurs types de SIBO, soit des bactéries qui produisent du méthane, soit de l'hydrogène, soit de l'H2S. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'il faut faire la distinction? On dit, tiens, il y a de la fermentation, voilà. Parce que le traitement est différent. On ne donne pas le même traitement. Comme je disais, par exemple, ici, la berbérine va être efficace. Là, c'est l'origan, là, c'est l'ail, par exemple. Si vous mélangez les traitements, ça ne va pas marcher. Et donc, quand on a un côlon irritable, fermentatif, alors quelque part, cliniquement, déjà, on s'y retrouve un peu, parce qu'un côlon irritable fermentatif, c'est quelqu'un qui va vous dire que assez vite après avoir mangé, il sent des ballonnements. C'est des gens qui ont le ventre qui gonfle, beaucoup de ballonnements, de gaz. Alors, ça va être facilement associé à du reflux, parce qu'en fait, toute cette fermentation va pousser sur le diaphragme, et alors quand ils se couchent, en plus, ils ont des reflux importants. Et donc, en fait, quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites, tiens, est-ce que ce ne serait pas un problème de fermentation? Parce que ça n'est pas toujours aussi simple que ça. Sinon, ça ne servirait à rien de faire des tests. Vous avez des patients qui ont aussi un ballonnement qui est réactif à l'inflammation. Donc, vous pouvez aussi avoir un ballonnement réactif sur une inflammation, et donc ce n'est pas aussi simple que cliniquement. De même que des gens qui disent oui, les gens qui font des paix qui sentent l'œuf pourri, c'est parce que c'est un problème d'H2S, et bien pas nécessairement. On voit en pratique que c'est plus compliqué que ça. Et donc, dans la fermentation excessive, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, vous avez le SIBO, dont je vous parlais, l'excès de bactéries en question. En général, ce sont des gens qui vont vous dire que ce qui les ballonne le plus, ce sont par exemple les choux, les pois chiches, tous les légumes fibreux, etc. Vous avez les gens qui ont le SIFO, donc un excès de candida. Ils vont plutôt vous dire que ce qui les ballonne le plus, c'est plutôt du pain, des pâtes, tout ce qui contient du sucre, etc. Ce qui peut faire parfois croire que c'est un problème de gluten, alors que c'est pas du tout un problème de gluten, c'est un problème de carbohydrates. Alors, il y a évidemment l'intolérance au lactose, qui est quand même pas si rare. Mais l'avantage de l'intolérance au lactose, c'est que, en général, l'intolérance au lactose, ça va se manifester dans les 2-3 heures après l'ingestion de lactose. Et ça se manifeste un peu toujours de la même manière, c'est des ballonnements, des flatulences et puis des selles molles. Donc, ça se repère plus facilement. Puis alors, il y a aussi des insuffisances digestives hautes. Par exemple, des gens qui ont une hypochloridrie gastrique, des gens qui ont une insuffisance bilio-pancréatique, qui peut être liée justement à de l'émotionnel,
a une moins bonne production de bicarbonate au niveau biliaire, parce qu'ils sont en orthosympathique. Aussi parce qu'ils sont en orthosympathique, ça peut être lié à un spasme du sphincter d'Oddi. On sait que les gens qui sont stressés vont spasmer l'Oddi, et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la bile est produite mais ne s'écoule pas. On peut le voir d'ailleurs dans des tests où on dose des acides biliaires. Dans le sang, on peut voir qu'il y a un manque, comme si la chasse, il fallait tirer la chasse parce que c'était bloqué. Bref, voilà, donc il y a plusieurs causes, mais ces deux causes-là, c'est quand même très, très important. Et voilà, ça c'est la fameuse étude dont je vous parlais, donc une étude faite par un gastro-entérologue américain qui a fait une gastroscopie avec aspiration du liquide jéjunal, et il a évalué ce qu'il en était, et il a constaté que dans 63%, il y avait soit un SIBO ou un SIFO, donc un excès de bactéries de fermentation ou de candida. Et puis alors, il a séparé ce groupement, il a regardé qui est-ce qui avait un SIBO, qui avait un SIFO et qui avait les deux. Et bien, on constate que l'association des deux faisait 34%, le SIBO tout seul 40% et le SIFO 26%. Donc c'est quelque chose vraiment d'important à évaluer. Et alors, ce qui est très important, et qui est important en particulier, enfin pour tout le monde et pour vous aussi, c'est les symptômes du SIBO. Parce qu'en fait, dans le SIBO, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un excès de bactéries dans l'intestin grêle, de toutes les bactéries. Des bactéries de fermentation, mais aussi des bactéries d'inflammation. Parce que l'intestin grêle contient beaucoup de bactéries pro-inflammatoires. Beaucoup d'Escherichia coli, de Klebsiella, d'Enterobacter, etc., qui fait partie de la population du grêle. Et quand il y a une stagnation parce qu'il y a un manque de motricité au niveau du grêle, alors ce manque de motricité il y a plusieurs causes. Il y a des causes, effectivement, qui sont justement psychosomatiques liées au système du nerf vague. Il y a des causes qui sont justement liées à un manque de bile, qui ne stimule pas la péristaltisme. Il y a évidemment l'hypothyroïdie. Et puis alors, il y a une cause qui est une cause post-infectieuse. Des gens qui ont fait une intoxication alimentaire, eh bien, on sait qu'il y a pas mal de gens qui vont développer un SIBO suite à ça, parce qu'ils produisent des anticorps qui bloquent le complexe moteur du grêle. Mais bon, je passe les détails. Enfin, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que dans le grêle, il y a des bactéries de fermentation, mais aussi un tas d'autres bactéries. Et donc, quand il y a une fermentation, quand il y a une stagnation et une prolifération bactérienne, c'est une prolifération de tous ces types de bactéries. Et vous vous souvenez tout à l'heure ce que j'ai dit à propos du mucus dans le grêle? Je ne sais pas si quelqu'un... Absolument, c'est très faible, il n'y a pas un mucus épais. Et donc, tout est prévu justement pour que ça coule bien et que ça ne stagne pas et que ça ne se multiplie pas à l'excès. Mais si c'est le cas, alors c'est un gros problème parce que vous allez avoir d'une part une fermentation qui va vous donner des symptômes, mais alors aussi une inflammation parce que ces bactéries en question vont être beaucoup plus facilement en contact avec l'intestin, avec le système immunitaire intestinal, et ceci explique vraisemblablement qu'associé au SIBO, on a un tas de manifestations systémiques qui vont se produire, comme par exemple des intolérances alimentaires qui vont se développer, des douleurs articulaires liées à un phénomène de production de cytokines inflammatoires qui vont migrer à gauche, à droite selon sa génétique et son système HLA, et enfin, etc. Et on peut avoir un impact psychique, un impact au niveau de la peau, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir être attentif à cela, parce que ça peut avoir beaucoup de répercussions. Et donc, effectivement, ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je disais, tiens, on avait dit, oui, mais la flore de l'intestin grêle n'est pas la même que celle qu'on trouve dans les selles, que la flore, qui est plutôt le reflet de la flore colique. Et puis, finalement, il y a une étude merveilleuse qui est parue en 2022, donc il n'y a pas très longtemps, où ils ont fait ce qu'on appelle les fameux breast tests. Vous connaissez ça, qui sont les tests pour identifier les SIBO. Donc, on fait boire un sucre non absorbable qui, normalement, justement, comme il est non absorbable, ne va pas être absorbé, mais comme il n'y a pas de bactéries de fermentation dans le grêle, ne va pas être utilisé, et va jusqu'à 90-120 minutes après, il va arriver dans le côlon, et à ce moment-là, il va être utilisé par les bactéries normales du côlon. Et donc, quand on souffle dans le truc, on va voir qu'il y a une montée d'hydrogène produite par la fermentation, mais seulement à partir de 90 ou 120 minutes. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Voilà. Et chez les gens
où les bactéries en question, au lieu d'être dans le côlon, sont dans le côlon, mais sont aussi dans l'intestin grêle, eh bien, à ce moment-là, ils vont boire le liquide en question, avec le sucre non absorbable, et celui-là va directement être pris en charge par le microbiote qui se trouve où il ne devrait pas être. Et donc, quand vous soufflez dans l'histoire, après 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, on va avoir une montée de gaz. Et selon le type de bactérie qui est présente, si ce sont des bactéries qui produisent de l'hydrogène, ben ce sera de l'hydrogène, sinon ce sera du méthane ou de l'H2S. Voilà. Et en fait, ils ont comparé le gaz émis et ce qu'on trouvait dans le microbiote fécal. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les patients qui produisaient beaucoup d'H2S, donc vous avez la ligne ici qui monte du bas vers le haut, qui ont un SIBO H2S, comme on dit, eh bien, chez ces mêmes patients, on va trouver des bactéries qui produisent de l'H2S. Des désulfovibrio, des fusobacterium, très vilaines bactéries, d'ailleurs celle-là associée au cancer du côlon, entre parenthèses, voilà. Et par contre, chez les patients qui produisent, c'est qui on va trouver du méthane dans le gaz expiré, eh bien, on va retrouver des méthanobrévibactères, donc des bactéries qui produisent du méthane dans le microbiote fécal. Et ils ont même été plus loin, c'est qu'ils ont constaté quel type de bactéries donnait l'hydrogène à celles qui produisent du méthane. Parce que vous avez des bactéries qui donnent de l'hydrogène, puis cet hydrogène va être utilisé par d'autres bactéries qui vont utiliser cet hydrogène pour produire de l'H2S ou du CH4. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire qu'avec l'analyse du microbiote, eh bien, on a maintenant une évaluation. Non seulement, on peut voir le manque de bactéries qui sont intéressantes, qui auraient dû être là parce qu'elles protègent la paroi, parce qu'elles envoient des messages à l'immunité pour dire que tout va bien. Et on peut voir aussi s'il y a un excès de bactéries qui enflamment l'organisme et qui envoie justement un message à l'immunité qui peut donner des réactions inflammatoires locales ou même à distance. Et on peut aussi voir, quand il y a un SIBO, à quel SIBO on a affaire. Hop, vous avez le temps ? Voilà. Ça, c'est de American Journal of Gastroenterology, c'est de là que vient la publication. Et alors, un autre volet dont vous parlez sûrement à vos patients, dont vous avez déjà entendu beaucoup parler, c'est la notion de la candidose, comme on dit en général. Tous les gens qui ont, ce qu'on dit vulgairement, une candidose. En fait, une candidose, ça veut dire quoi ? Parce qu'à l'époque, moi, quand je parlais de candidose il y a 30 ans, les médecins, les gastro, etc., me disaient, mais enfin, de quoi ils parlent, ça n'existe pas. Ben, évidemment, on parlait pas de la même chose. Et c'est clair qu'on parlait pas d'une invasion fongique systémique chez les patients immunodéprimés parce qu'ils ont le sida ou qu'ils sont en chimio. Ça, c'est une autre histoire. On parle d'une prolifération fongique excessive dans l'intestin. C'est quelque chose qui maintenant est enfin reconnu. C'est reconnu d'ailleurs comme clairement une des causes de côlon irritable. Et depuis 2015 et de plus en plus depuis lors. Ça, c'est une étude justement qui est sortie en 2022, très intéressante sur le lien émergent entre le syndrome du côlon irritable et le microbiote non bactérien, en particulier le candida. Et donc, cette candidose intestinale, c'est quoi en fait ? C'est une prolifération excessive de levures qui existe chez tout le monde. Tout le monde a du candida dans l'intestin, sous forme de levure, mais dans certaines conditions, quand le candidat, parce que le candidat est sournois, donc quand il constate que le microbiote n'est plus là pour le remettre à sa place, c'est pas pour rien qu'on a des développements de candidats suite à des antibiothérapies. On connaît ça dans les candidoses vaginales, c'est évidemment très connu. Mais on retrouve des candidoses intestinales aussi suite à des antibiothérapies, en particulier avec des antibiotiques qui détruisent tout, genre augmentin, amoxicilline. Et eh bien, quand il n'y a plus de bonnes bactéries comme les lactobacillus, par exemple, comme des bactéroïdes, Theta iota omicron, etc., qui sont des bactéries qui luttent contre le candida, eh ben, ils vont pouvoir se développer. De la même manière, quand son système immunitaire anti-prolifération de candida est trop faible, ils vont pouvoir se développer. Donc, ce sont toutes des conditions qui vont évidemment l'amener à se développer. Raison pour laquelle ça va se développer quand les gens ont une dysbiose, une perturbation de leur microbiote, ou quand ils sont stressés, fatigués, et que ça baisse leur immunité,
Et alors, si en plus on mange du sucre, ben, ça va aider. Mais ça ne suffit pas. Et alors, quand ces candidats, non seulement ils vont se développer, mais ils vont se transformer, donc ils vont passer de la forme levure à la forme mycélium, champignon, et ces champignons ont la capacité de s'accrocher à la muqueuse intestinale. Ils ont ce qu'on appelle une adhésine, qui est une protéine d'adhésion, qui s'accroche à la muqueuse, et donc ça forme des plaques accrochées à la muqueuse, raison pour laquelle, d'ailleurs, on utilise toujours l'analyse une analyse qu'on appelle plutôt métabolomique, et pas métagénomique, c'est-à-dire qu'on va pas se baser sur ce qu'on retrouve dans la selle par le génome de l'espèce en question, mais on va utiliser des métabolites produits par la bestiole. Et c'est pour ça qu'on va utiliser, par exemple, le D-arabinitol, qui est un métabolite spécifiquement et uniquement produit par le candida qu'on retrouve dans l'urine et qui permet de savoir s'il y a une prolifération fongique importante. C'est une analyse qui a été publiée à multiples reprises, que j'utilise toujours. D'ailleurs, moi, j'utilise en fait en pratique chez tous mes patients qui viennent pour des problèmes digestifs chroniques, et j'en vois beaucoup. J'ai vraiment deux analyses de base, c'est les métabolites fongiques dans les urines et le microbiote intestinal. Ça, c'est devenu... ils sortent pas de chez moi sans ça, parce que je sais pas faire un diagnostic, quoi. Alors, je teste aussi des hypersensibilités alimentaires au gluten, certains trucs comme ça, évidemment, hein, mais c'est vraiment fondamental. Et donc, quand effectivement l'immunité anti-candida est plus basse, que la flore est moins bonne, eh bien, ils vont se multiplier, se transformer, s'accrocher à la muqueuse. Et lorsque vous les nourrissez avec tout ce qui est carbohydrate, eh bien, ils vont produire des gaz, du CO2, ce qui va vous donner les désagréments, ballonnements, gaz, tous les troubles digestifs associés. Mais pas que. Ils vont produire de l'acétaldéhyde qui va arriver au niveau du cerveau, qui va être en compétition avec la dopamine et qui donne ces fameux symptômes associés, genre l'impression d'être un peu sous, le brain fogging, la tête dans le brouillard, qu'on retrouve souvent chez les patients qui ont ces symptômes-là. Et alors, troisième chose que je n'ai pas compris pendant des années et des années, jusque récemment, je voyais souvent chez ces patients avec des proliférations de candidats, ils avaient aussi des symptômes de type pseudo-allergique, comme ça. Des paupières qui chatouillent, l'anus qui chatouille, chatouillement de la peau, enfin des prurites à gauche et à droite. Et en fait, maintenant, on sait que le candida a la capacité, je ne sais pas si c'est dans les slides ici, je ne crois pas, hein, non, a la capacité de venir stimuler les mastocytes, donc les fameux globules blancs qui produisent l'histamine. Hein? Oui? C'est plus loin, ok. Et donc, de déclencher une libération histaminique, d'avoir des symptômes type histamique. On y reviendra. Et donc, effectivement, tous les symptômes qu'on va retrouver sont des symptômes digestifs, fatigue, brain fogging, envie de sucre, parce que le candida envoie un message. On sait maintenant que les bactéries, pas que le candida, ont la capacité d'envoyer des messages au cerveau en disant moi, c'est de ça que je me nourris, j'aimerais bien que vous mangiez ça, parce que j'aime bien ça. On est en train de se dire qu'on contrôle et que le microbiote nous contrôle pas mal. Des troubles de l'humeur, cognitifs, etc. Des migraines liées justement à l'histamine, éventuellement. Et c'est ce fameux symptôme pseudo-allergique dont je viens de parler. Et alors, le marqueur vraiment idéal, c'est le D-arabinitol, hein, qui est un sucre-alcool produit par les candidats qu'on retrouve dans l'urine. Et alors, on peut tester le rapport entre le D et le L. Le D étant produit par le candida et l'isomère L, lui, est produit par des lactobacilles. Alors, voilà. Donc maintenant, je voudrais vous parler, je vous en ai déjà parlé, vous reparler du fameux syndrome du côlon irritable. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la fermentation excessive, avec le SIBO, le SIFO, l'intolérance au lactose, hein, on en a parlé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la micro-inflammation de la paroi, ça on en a parlé tout à l'heure aussi, avec un manque de bonnes bactéries, un excès de mauvaises bactéries. Et puis alors, il y a évidemment l'aspect nerveux. Et donc, ce que l'on sait sur le côlon irritable, et là tout le monde est d'accord, pour une fois que tout le monde est d'accord, c'est assez rare pour le souligner, c'est que c'est un problème d'hypersensibilité viscérale. Ça, c'est un terme sur lequel il n'y a pas de discussion. Maintenant, d'où vient cette hypersensibilité viscérale? Eh bien, elle vient de l'activation de récepteurs à la douleur, hein, de nocirécepteurs qui sont normalement silencieux et qui vont pouvoir s'activer dans certaines situations.
Alors, il y a deux types de récepteurs à la douleur. Il y a les récepteurs, les 5-HT3, donc ce sont des récepteurs sérotoninergiques. Il faut savoir que les récepteurs sérotoninergiques, il y en a 4 essentiellement. Hein. Il y a les HT1, HT2 qui sont dans le cerveau et les HT3, HT4 qui sont dans l'intestin. Il faut savoir qu'on a 95% de la sérotonine se trouve dans l'intestin, mais 5% dans le cerveau. Et donc, quand ces fameux récepteurs, il y a les HT4, c'est plutôt la mobilité, et les HT3, c'est plutôt la sensibilité. Et donc, ces récepteurs HT3, normalement, sont silencieux, donc sont au repos, n'envoient pas de signal. Sauf quand vous avez un microbiote inflammatoire, avec, comme je dis depuis tout à l'heure, donc pas assez de bactéries de protection, trop de bactéries inflammatoires, eh bien, ça va envoyer des cytokines, donc des messagers de l'inflammation, qui vont activer ces fameux nocirécepteurs. Et ces nocirécepteurs vont évidemment envoyer alors un message de douleur au cerveau. Et on retrouve la même chose quand on a un excès de fermentation, il y a une distension du côlon. On connaissait ça bien à l'époque où, à la bonne époque, on faisait des colonoscopies en anesthésie, sans anesthésie générale. Hein. Ça ne se fait plus maintenant. Mais donc, les gens se rendaient bien compte que quand on mettait du gaz pour bien dilater le côlon, ils le sentaient passer, quoi. Et donc, en fait, quand on dilate le côlon, ça fait très mal. Ça active effectivement aussi ces récepteurs. Il y a un deuxième mécanisme, un deuxième type de récepteur à la douleur, ce sont les mastocytes, effectivement, les mastocytes qui peuvent à la fois envoyer une libération d'histamine qui a des effets vasoactifs et qui peut donc donner des flushs, qui peut donner du prurite, qui peut donner des migraines, etc. Et puis, vous avez aussi l'histamine qui peut avoir un effet sur des récepteurs qui a un effet au niveau de la douleur, au niveau intestinal. Et alors, qu'est-ce qui active ces mastocytes ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on sait que les bêta-glucans de candidats, les bêta-glucans de candidats vont venir se fixer ici sur le mastocyte et générer une libération d'histamine. De même qu'un microbiote inflammatoire va par un tas de mécanismes qui impliquent des cellules présentatrices d'antigènes, des lymphocytes, etc., que je vais vous épargner, hein, va aboutir aussi à une libération histaminique. Donc vraiment, l'état du microbiote va influencer sur l'hypersensibilité viscérale. Et donc, de fait, que le microbiote soit inflammatoire ou qu'il y ait un excès de fermentation, ça va générer une hypersensibilité mastocytaire qui va aussi pouvoir générer une hypersensibilité viscérale. Ce sont des patients qui vont parfois avoir des douleurs comme ça extrêmement aiguës, qui vous disent parfois qu'ils ont l'impression d'avoir le ventre qui chauffe, ou des douleurs en coup de poignard comme ça qui viennent et puis qui partent et qui reviennent et qui partent. C'est souvent mastocytaire, ça. Alors, au niveau de l'aspect nerveux, dont on n'a pas encore parlé, eh bien, il y a une autre analyse très intéressante dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est proposée d'ailleurs par Sim, qui est le profil du cortisol salivaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est quelque chose de formidable. C'est vraiment l'analyse. Donc, on va tester le cortisol dans la salive à 5 moments, donc au réveil, 30 minutes après le réveil, à midi, 18h et 22h. Et c'est vraiment considéré maintenant, d'ailleurs il y a une publication qui est sortie dans Nature il n'y a pas longtemps, comme le marqueur fonctionnel d'une hyperactivité surrénalienne ou d'un épuisement surrénalien dans le stress chronique. C'est un excellent marqueur du stress chronique, parce que c'est important, parce que dans la première phase, je ne sais pas si vous vous souvenez des phases de CELI, où on a, pendant tout un temps, il y a un cortisol qui est stable dans le stress chronique, et puis ça monte, parce qu'en réalité, le phénomène de feedback négatif par le cerveau ne fonctionne plus, pour des raisons dont je vous passe les détails maintenant. Et alors, le cortisol monte. Et alors, on sait que quand ce cortisol monte, ça a un impact sur la neurogenèse, ça a un impact sur la synthèse de GABA, ça a un impact sur le microbiote. Donc, tout ça est très néfaste. Et puis, à un moment donné, les stocks sont épuisés, la prégnénolone, le stock de prégnénolone, qui est le précurseur du cortisol, s'effondre, et alors, boum, tout s'effondre, et là, c'est vraiment le burn-out. Et donc, ça peut être analysé, et c'est très, très intéressant. Et ça permet aussi d'avoir une idée, justement, dans quel état nerveux
se trouve le patient. Et pour recoller justement au côlon irritable, eh bien, on sait que le stress et les émotions vont agir directement sur l'hypersensibilité viscérale par le nerf vague, mais va aussi agir parce qu'on sait que le stress, et via le système adrénergique, il va y avoir, via le cortisol, l'adrénaline, eh bien, il va y avoir une altération du microbiote par altération des chaînes qui protègent la paroi. On sait aussi par ce qu'on appelle l'inflammasome, qui est un système qui détruit les mauvaises bactéries. Enfin bon, je passe. Qui fait que la dysbiose va générer une paroi intestinale beaucoup plus sensible à un tas de stimuli divers, comme la lectine du blé, les fructans, donc les fibres, les tanins du vin rouge, les piments, la bile. Donc les gens deviennent sensibles à un tas d'irritants chimiques auxquels ils n'étaient pas sensibles parce que leur protection de paroi est altérée à cause du stress. Et donc, évidemment, tout ça crée une micro-inflammation intestinale qui active les récepteurs à la douleur et qui donne l'hypersensibilité. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir, au niveau de l'analyse, évidemment, évaluer l'état du microbiote et de voir dans quelle mesure il est altéré et il est responsable, il joue un rôle dans cette inflammation. Et évidemment, dans ce cas-là, d'évaluer l'état d'épuisement surrénalien du patient. Et donc, en pratique, si on reprend les deux patients, là, Luc et Gérald, avec leurs symptômes qui étaient plus ou moins similaires, et on avait constaté que, bon, ça c'est un peu la guerre des étoiles, mais on avait constaté qu'il y avait vraiment, chez l'un plutôt de l'inflammation, chez l'autre plutôt de la fermentation. Donc ça c'était l'inflammation chez l'un, la fermentation, enfin non, ça c'était l'un, pardon, parce que là, oui, donc là c'est tous les problèmes qu'on peut retrouver dans un microbiote, pardon, ça c'est ce qu'on avait trouvé chez Luc, donc plutôt de l'inflammation et un manque de protection, et chez Gérald, un excès de fermentation. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière tout ça, eh ben, il y a un traitement spécifique, il y a un conseil spécifique que vous pouvez donner à vos patients. Parce que finalement, l'idée, c'est là où j'en reviens sur l'intérêt de ce type d'analyse, en combinaison avec la pratique ostéopathique, c'est que il y a tout ce que vous pouvez travailler, mobiliser, et puis il y a des choses qui sont là derrière, qui vont revenir, et à partir du moment où vous évaluez l'état du microbiote, par exemple, ou le profil du cortisol, ou s'il y a une prolifération de candidats, eh bien, ça va vous permettre, évidemment, d'apporter un plus. Et donc, par exemple, chez Gérald, qui a cette hyperfermentation, donc lui, c'était fermentation, eh bien, lui, on va plutôt lui donner un régime type, entre guillemets, FODMAP, donc on diminue tous les aliments ultra-fermentants. Tout ça, évidemment, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est donné et qui permet d'expliquer que vous ne passiez pas 3 heures à expliquer le régime. Comme il a aussi, bon, c'est vrai que vous ne le voyez pas, donc ça sert à rien que je montre la slide, mais comme il a un excès de bactéries qui produisent du soufre, eh bien, chez lui, on va effectivement, dans son régime, éviter en particulier l'ail, les oignons, les choux, l'excès de viande rouge et les œufs qui sont riches en soufre. Et on va lui donner, par exemple, une supplémentation avec l'origan qui va avoir un bénéfice pour tuer ces bactéries-là, la berbérine pour tuer d'autres bactéries qui produisent de l'hydrogène, donc une association berbérine-origan, et éventuellement du molybdène, parce qu'on sait que ça augmente les bactéries, les enzymes qui détruisent le soufre. Enfin bon, un traitement spécifique. Chez Luc, lui, c'est tout à fait autre chose. Chez Luc, on va lui donner, en tout cas, des probiotiques à forte dose, justement, pour essayer d'avoir un effet anti-inflammatoire, des probiotiques, des oméga-3, et puis on va introduire progressivement des prébiotiques qu'on ne peut pas donner d'emblée, parce que si vous donnez des prébiotiques sur une muqueuse enflammée, les gens ne vont pas le supporter. Il faut d'abord avoir un travail où vous allez donner... c'est ce qui va se passer ici, c'est-à-dire donner quelque chose qui protège la paroi, avec par exemple un produit qui contient du gamma-oryzanol, la glutamine et tout ça qui protège la paroi, des probiotiques puissants qui justement ont un impact, ceux qui sont connus et reconnus
dans l'inflammation. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. La plupart des probiotiques n'ont pas cet effet-là. Hein. Les probiotiques qui ont un effet dans l'inflammation, des oméga 3, un régime en évitant les choses qui sont trop agressives, et puis dans un deuxième temps, alors on passe à un régime où on réintroduit des prébiotiques. Mais tout ça est mentionné, imaginons que vous travaillez avec SIM, c'est mentionné dans les rapports avec le détail. Hein. Voilà, ça ce sont des références scientifiques supplémentaires pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et donc, je te passe la parole pour les questions, on verra après. Comme ça, on termine le... Non ? Voilà, merci.